Comment écrire un bon prompt avec un agent IA comme Claude ou ChatGPT? C'est exactement la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on est passé d'un système d'un simple chatbot à un système d'agent IA? Mais qu'est-ce que c'est un agent IA? Tout le monde en parle, mais le problème, c'est qu'on voit que des informations contradictoires. Lequel de ces influenceurs, à votre avis, a raison? Crée un portfolio pour Melvin. Cherche des informations sur lui, tout ce que tu peux, et crée un portfolio moderne. IA générative de la magie noire. Combien prennent ces influenceurs que vous regardez sur les réseaux sociaux? Je vais vous le révéler également dans cette vidéo. Comment prompter avec Claude? Comment prompter avec ChatGPT? On en parle maintenant. On voit qu'il est rédigé avec toutes les bonnes pratiques de prompt engineering à utiliser obligatoirement aujourd'hui. Ici, il est réglé en Sonnet 4.6. Ou est-ce que c'est encore cet autre influenceur qui aurait le prompt parfait, prêt à copier-coller? C'est toutes les promesses que nous font ces vidéos. Alors pourquoi sur les 3 influenceurs, vous n'en avez aucun qui dit la même chose? On va donc comprendre qu'est-ce que c'est le prompt engineering, le prompt agentique. Posez-vous confortablement, ça va être technique. Il y a plusieurs niveaux de conscience. J'utilise des frameworks, un peu bêtement, et parce que j'ai utilisé un framework formel, déjà les réponses sont de bien meilleure qualité. Bon, ok, ça c'est le niveau 1. Ensuite, il y a le niveau 2, j'ai compris comment combiner des frameworks entre eux, et j'ai compris finalement la théorie derrière chacun des frameworks de pourquoi le LLM va utiliser ça, et donc... Qu'est-ce que c'est qu'un bon prompt? À quoi ça sert le prompt aujourd'hui avec un système agent IA? Combien de fois vous avez entendu dire le prompt engineering, ça ne sert plus à rien, Claude, Opus, Sonnet 4.6 ou ChatGPT est capable de comprendre le langage normal, tu as qu'à lui poser une question, il est capable de faire ton travail. C'est ce que vous entendez sur toutes les vidéos. J'ai trouvé l'IA la plus puissante pour lancer un business d'automatisation. Mais pourtant, si vous êtes un professionnel, vous vous rendez compte que ce n'est absolument pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce soir, j'étais en train de lire la documentation de ChatGPT OpenAI. Voici ce qui s'est passé. OpenAI a fait un cookbook, c'est-à-dire un manuel de prompt engineering, dans lequel il a édité la manière dont il faut structurer les prompts. Premier constat, ce que vous découvrez, c'est la même méthode qu'on utilise pour Claude 4.6. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'enseigne au sein des formations depuis le lancement des formations. Ça me rassure, ça sera quelque chose de très différent de ce que j'ai pu voir de certains influenceurs qui te racontent « tu es un expert en rédaction de prompts, maintenant tu sais écrire tous les prompts parce que tu t'appelles Promptor. » À quelque chose près, en 10 lignes, vous avez la machine parfaite pour écrire tous les prompts pour toutes les IA. Mais quand on regarde de plus près ce qui est marqué au sein de la formation officielle de OpenAI et également de Claude, vous avez une structure qui définit de l'XML simplifié. Donc on a des groupes d'instructions qui sont formatés à l'intérieur de blocs. Ensuite, on a des phrases qui ressemblent presque à du code à l'intérieur. Dans un exemple très précis, il nous parle de la modélisation d'un chatbot médical. Et ce chatbot, c'est exactement le chatbot qu'on a fait dans le cours niveau 3 pour pouvoir le proposer et le vendre à des entreprises médicales. Voici ce qui se passe. J'ai récupéré le prompt, un prompt écrit par ChatGPT OpenAI, et j'ai voulu voir ce que ChatGPT comprenait de son propre prompt. Je vais dans l'interface, je passe en System Thinking, génère une représentation d'arbre décisionnel dans une fenêtre code en Markdown. Ce que je viens de lui demander, c'est de montrer qu'il a compris les relations qu'il y a à l'intérieur de ce texte. Alors vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas une trentaine de lignes, à peine, c'est tout petit. Mais est-ce que ChatGPT, en mode raisonnement avancé, va-t-il être capable de le faire ? Mais je vais vous dire le point du problème et où est-ce que ça se passe. Le modèle va me mettre une succession de formats qui sont correctement écrites. Mais premier constat, le modèle a besoin de numéroter les étapes, de hiérarchiser les instructions. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que quand vous lui envoyez un bloc de texte complet, il a du mal à comprendre les relations entre les mots et entre les concepts. C'est le propre des systèmes transformers. Il récupère un ensemble de mots et il regarde les relations qu'il y a entre chaque mot. Ce que me montre ChatGPT, c'est qu'il essaye de reproduire les relations entre les paragraphes entre eux. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à déterminer comment fonctionne réellement le chatbot. Alors qu'est-ce que fait ChatGPT ? Il va déterminer un ordre logique d'action. Étape 1, je me comporte comme on m'a demandé, je suis un chatbot, je suis un assistant médical. Je réceptionne le patient, je lui pose des questions, et si c'est important, je prends rendez-vous, et en fonction du niveau d'importance, je dois appeler les urgences ou pas.
Et là, il y a un problème. Parce que le modèle, en fait, il me démontre une chose. Il n'a rien compris au prompt qu'a écrit OpenAI, et ce prompt, il fait à peine 30 lignes. Et je vais vous expliquer où est le problème du prompt. Un système agentique, l'objectif, c'est qu'il prenne des décisions. Si vous faites un chatbot médical, c'est exactement ce qu'on a fait dans la formation niveau 3, où le modèle doit prendre des décisions pour prendre des rendez-vous et doit classer le niveau d'urgence d'une situation médicale. Vous vous rendez compte que le modèle doit avant tout définir si c'est une urgence, et donc de définir après la logique. Est-ce que c'est très urgent et donc immédiatement j'appelle le 911 aux États-Unis, ce qui correspond aux urgences médicales en France? Si c'est pas urgent, dans ce cas-là, j'interroge le patient pour prendre toutes les informations pour pouvoir créer la fiche client. Vous avez compris le principe. Mais pas ChatGPT. ChatGPT, il a rien compris. ChatGPT, il est en train de me faire la liste de mon contenu par étape. Et là, il y a un problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le prompt, tel qu'on vous l'a montré dans les réseaux sociaux, c'est une formule magique parfois. Exemple, tu es un expert en rédaction de prompt. Ok, et maintenant que tu lui as dit ça, est-ce que c'est un expert en rédaction de prompt? Est-ce que demain, je dis au chatbot, tu es un expert en prise de rendez-vous médical? Est-ce qu'il sera meilleur dans la classification du problème patient? Est-ce qu'il va être capable de comprendre comment est constituée la logique de prise de décision? Je crois que vous avez compris le problème. Alors, est-ce que le problème vient que c'était mal formaté? Exemple, dans cette vidéo, on nous montre qu'il faut un formatage spécifique. On va regarder ça de plus près et on va répondre à cette question. On va le lancer pour vous montrer la différence entre Sonnet et entre Opus. Ici, on voit que le prompt vient de se lancer et on va se retrouver. Tu es un analyste expert en géopolitique de ressources naturelles et en intelligence économique spécialiste en terres rares. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments stratégiques essentiels. Ok. Est-ce que parce que vous dites ça à une IA, c'est un spécialiste en géopolitique? Je vous pose la question. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que ça, en fait, ça permet à l'IA de comprendre ce qui est en train de se passer? Je crois que vous avez la réponse. Ce que va faire le modèle, c'est qu'il va suivre des mots, compiler des mots et vous livrer quelque chose. Mais le modèle n'aura rien compris, strictement rien. Pourquoi? Parce que l'étude d'Apple nous l'a démontré. Les modèles ne sont pas capables de réflexion. Ils n'ont pas la capacité de prendre donc de la décision. Si vous lui demandez donc de prendre de la décision, si le modèle n'a pas compris le schéma de relation qu'il y a dans votre texte, il ne sait pas quoi faire. Et donc, regardez ce qui se passe. Il continue à produire des tokens, mais tout ce qu'il produit est faux. Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe? Vous lui demandez de produire une réponse en étant un expert. Le modèle est complètement dépassé parce qu'il n'a pas compris ce qu'il faut faire. Il a juste vu quelques mots. Il produit des tokens, mais tout ce qu'il va vous dire, c'est faux. Et là, malheureusement, si vous écoutez... Retrouver avec le résultat final. Juste ici, on a le résultat. La demande, c'était de faire une analyse sur les terres rares. On voit qu'on lui a donné plein d'instructions, encore une fois. Terres rares, synthèse exécutive, production mondiale, réserve mondiale. On voit que voilà, la réponse, elle est déjà bien dense. Elle est d'une... Non, la réponse, elle n'est pas dense. La réponse, elle fait 800, 1200 mots. Mais est-ce que la réponse, elle est juste? Est-ce que c'est un analyste expert en géopolitique qui cartographie la production mondiale, qui analyse les réserves mondiales, qui étudie la chaîne de valeur, qui identifie les dynamiques économiques, qui analyse les dépendances stratégiques des pays dominants des dépendances des autres régions? Vous êtes en train de capter ou pas? On est en train, en fait, de demander au modèle exactement ce qu'il ne sait pas faire. Projeter un ensemble d'étapes de raisonnement pour arriver à trouver les réponses qu'on lui soumet. Et qu'est-ce que fait le modèle? Il produit des tokens. Ils sont là, les tokens. C'est les points qui sont ici. Et qu'est-ce que nous dit Apple? Tout est faux. Il n'y a rien qui est valide. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que le modèle n'a pas compris l'arbre de décision à prendre dans ce que vous lui avez écrit. Je suis passé avec Claude et voici ce qui se passe. Lorsque j'envoie le prompt, toujours les mêmes 30 lignes du chatbot, Claude comprend immédiatement une chose. Lorsque je reçois le patient, si c'est urgent, immédiatement, j'interromps toute étape administrative et j'appelle les urgences. Donc Claude, il a fait une chose que ChatGPT n'a pas été capable de faire. Il a compris qu'il y avait des relations entre chaque bloc du texte. À quoi sert un prompt? Il sert à permettre de représenter ce qu'on appelle un arbre de décision d'une IA. Un prompt, c'est pas une succession de mots qui sont posés au hasard. Ça permet, ces mots que vous allez utiliser, de dire le texte que je te donne, voici comment tu dois le comprendre pour créer ce qu'on appelle un arbre de décision pour utiliser l'information. Ça, c'est un prompt. Et la manière dont vous allez utiliser les mots vont permettre au modèle de comprendre qu'est-ce qui est urgent, comment vérifier la situation, comment trier la situation et comment prendre les décisions en conséquence. Et là, vous avez
mis en place un système agentique. Du moment que le modèle est capable de modéliser ce que vous lui avez donné, vous avez un système agentique. Si le modèle, la seule chose qu'il est capable de me faire, c'est je vois qu'il y a des relations entre les paragraphes, mais je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire, ça sert à rien. Votre prompt, il est pas bon. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce stade ? En tout cas, je vais vous dire ce qu'il faut pas faire. Thread qui permet de lancer un projet. On va faire notre premier site ensemble. Créer un portfolio pour Melvin. Cherche des informations sur lui, tout ce que tu peux, et crée un portfolio moderne. C'est quoi des informations sur lui ? C'est quoi tout ce que tu peux ? C'est quoi un portfolio moderne ? Qu'est-ce que le modèle doit comprendre comme relation entre les blocs d'informations ? On va préciser la stack technique. Si tu es pas développeur, je te recommande d'utiliser Vue.js, TypeScript. Donc vous pouvez utiliser juste ces keywords-là. Tailwind CSS, React, et c'est tout. Et vous pouvez Je crois que c'est le seul truc de juste que je viens de voir. aussi dire Chatsen UI dans le doute. Donc crée un portfolio, utilise, et là peut-être que vous pouvez faire /. Je sais pas si on peut rajouter des skills facilement. Voilà. Pour faire des skills, on va utiliser le $. Et là, on va pouvoir choisir front-end skill. Donc là, c'est celui qu'on a rajouté juste avant. Utilise front-end skill pour avoir une interface moderne, un portfolio minimalistique qui représente Melvin. Full dark mode, primary blue, simple and aesthetic. Don't use original font, use common. Je vais vous poser une autre question. C'est quoi une interface moderne ? C'est quoi un portfolio minimaliste ? C'est quoi un full dark mode ? Moi, je veux bien qu'on balance des trucs comme ça. Le modèle, de toute façon, il a rien compris, mais il va faire quelque chose. Il fera quelque chose. Mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Imaginez que là, on est à peine sur 5 lignes. Mais quand on envoie des documents dans lesquels vous avez 40, 50 pages, et vous vous rendez compte qu'avec 30 lignes, le modèle n'a pas compris la structure du prompt qui a été écrite par OpenAI, il n'a pas pu créer les relations entre les blocs. Pour pouvoir le faire, il a fallu que je modifie ma manière de prompter. Alors, tout a de l'importance. Il n'y a pas un élément qu'il faut complètement retirer. C'est un ensemble de points qui permettent de stabiliser le modèle. Premièrement, il faut intégrer la possibilité de mettre des instructions en Markdown, et je précise en structure simplifiée. On n'a pas besoin de mettre les astérisques gras systématiques. Ensuite, un des points capital, c'est que la structure de votre prompt, lorsqu'elle devient longue, très longue, il faut ne pas utiliser la structure texte seule, il faut passer exactement en structure XML simplifiée, comme font OpenAI et Claude. Claude utilise le XML simplifié plus une structure Markdown. Ça, c'est vraiment le point qu'il faut mettre en place. Ensuite, ça sert à rien de lui poser 50 000 variables à ChatGPT et à Claude dans le prompt pour lui dire « tu es un expert analyste en géopolitique » quand le modèle n'a même pas compris comment il doit résoudre la problématique. Ça, c'est exactement ce qui met en crash le modèle. Primo, le modèle, il ne sait pas comment on résout une situation aussi complexe, il ne le sait pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est coder toutes les instructions. Ça veut dire qu'à partir de l'étape où le modèle crash, derrière, il faut coder toutes les instructions internes. On ne pourra pas utiliser ces méthodes en entreprise. Demain, vous n'aurez personne qui en entreprise va marquer « t'es un analyste expert en géopolitique, fais-moi un rapport de cartographie de la production mondiale ». Ça, c'est inutilisable. Il faut coder de A à Z votre structure agent IA. Parce que ça, c'est pas un modèle qui va le faire. Ça, c'est une architecture d'agent IA qu'il faut mettre en place. Premièrement, ce que nous montre la structure agentique, c'est que quand un modèle ne sait pas résoudre, il crache. Quand un modèle se trouve en système agentique, il continue à travailler, mais il ne trouve pas la réponse. Alors, il faut que vous fassiez les instructions qui sont manquantes au niveau du raisonnement du modèle. Dans ce cas-là, vous continuez de permettre au modèle de travailler. Mais il va falloir créer donc un système agentique. Et donc, ça veut dire comprendre comment vous orchestrez le travail et comment vous déléguez les tâches et ce qu'on appelle les contextes avec les outils, les MCP, les skills de Claude ou de ChatGPT. Et comment vous allez gérer la mémoire d'échange entre les modèles. Parce que ce qu'il faut savoir quand vous travaillez avec un modèle, c'est que plus vous avancez dans la discussion, plus la fenêtre de contexte, elle se remplit. Mais le problème, c'est que la fenêtre de contexte de Claude ou de ChatGPT, c'est pas une interface linéaire. On vous dit, les modèles, ils ont 1 million de contextes. Oui, mais c'est pas le cas. Les modèles n'ont pas les mêmes performances en début de fenêtre qu'en fin de fenêtre. Et les modèles, dès qu'ils ont du contenu qu'on va définir dans les études, ce qu'on appelle des distracteurs, c'est-à-dire des informations parasites, des éléments mal écrits, des éléments qu'ils n'arrivent pas à relier entre eux, vous voyez que le modèle, tout à coup, il tombe même pas à 50 ou 60% de compréhension d'un contexte. Donc, en plus, vous devez
vous occupez de la perte de performance, mais dès que vous mettez simplement 4 éléments distracteurs dans un contexte, 4 seulement, vous avez une chute catastrophique du système. Alors comment on fait pour résoudre ce problème? Les agents IA. Si la même problématique, vous l'avez ici, cartographie la production mondiale, vous imaginez en fait le boulot qu'il y a derrière. Faut rechercher les sources, faut les comparer, faut les trier, faut les extraire. Réserve mondiale à analyser pays par pays. Imagine combien de pays. Il faut les identifier. Quels sont les pays? Quelles sont les informations? De quand elles datent? Il faut extraire les données. C'est quoi? C'est du web? C'est du PDF? Donc rien que chacune de ces étapes, en fait, ce type de prompt et ce type d'interaction, c'est pas possible. On est obligé de mettre en place un système agentique qui s'appelle parent subagent. Le parent reçoit le prompt, il délègue une tâche au subagent qui lui a son propre contexte, qui lui va exécuter un ensemble de skills, un ensemble de prompts fonctions pour le travail des cartographies de l'extraction. Il récupère le résultat, l'envoie au parent et le parent ne récupère que le résultat. Donc, Et le tout se fait en parallèle automatiquement. Donc ce qui prend des heures avec une IA classique, ça prend quelques minutes. Et le top, c'est que l'IA garde le contexte entre tes différents projets. Donc même si tu changes de projet, l'IA garde ta vision. Si tu veux tester, va voir le lien dans ma bio. Le type de contenu qu'on voit sur les réseaux n'est pas utilisable parce qu'en fait, vous vous rendez compte que en termes de compétences, il faut être excellent. Vous avez des mecs qui là, alors là, c'est le sommet du sommet de la simplification. T'es un expert en rédaction de prompts, tu fais des prompts parfaits. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le prompt, voilà. Ou la situation où on vous fait croire, parce que ça ressemble un petit peu à s'y méprendre, à comment c'est marqué sur la documentation, et ils y comprennent pas trop, ils vont croire que je suis bon, quoi, tu vois. Et ça, donc, c'est le prompt parfait, quoi, tu vois. Ce que ça te fait comprendre d'avoir testé en posant la question à Claude et à ChatGPT, est-ce que tu as compris le prompt? Crée-moi un arbre de décision à partir de ce que je t'ai donné, et que tu te rends compte que le modèle, dans le cas de Claude et de ChatGPT 5.4 Pro, ils ont compris les relations qu'il y a entre les paragraphes. Ils ont été capables de comprendre. J'ai un bon routing dans ma tête du bon prompt générateur. Quelle est la relation de ce paragraphe avec le paragraphe suivant et les autres paragraphes? Il a donc créé un mapping de relations, et c'est ça l'objectif de ton prompt. C'est que tes mots vont permettre au système neuronal de Claude ou de ChatGPT de fixer ce qu'on appelle des blocs d'attention pour comprendre quelles sont les relations prioritaires et comment est l'architecture de l'idée. Si le modèle n'arrive pas à faire ça, ton invite, qui est ton prompt, fait que le modèle, il va juste extraire quelques mots sans comprendre correctement la relation de ces mots. Et il ne sera pas capable de se faire un plan, et donc il ne sera pas capable de prendre une action. La manière pour vérifier si un modèle a compris, c'est de lui demander de faire une représentation sous forme d'arborescence de prise de décision. Si le modèle est capable de représenter, c'est qu'il a compris ton prompt et que tu vas pouvoir l'utiliser dans un système d'agent IA. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le modèle a besoin d'une structuration en XML dans les cas les plus longs, supérieurs à 500 lignes. Dans les cas de moins de 500 lignes, le markdown simplifié suffit. Et l'objectif de ton prompt, c'est de fixer les blocs d'attention sur les blocs de paragraphes pour permettre au modèle de se faire une représentation. À partir de là, tu sais que ton modèle a compris ta demande et tu peux maintenant créer pour chaque bloc un agent qui va travailler dans un contexte. Si ta demande est particulièrement longue, c'est indispensable pour pouvoir éviter ce qu'on appelle le rot context, c'est-à-dire le pourrissement du contexte. Il faut donc séparer non plus en ce qu'on appelle en étapes de raisonnement, mais en étapes d'un workflow agent IA qui va s'occuper d'une partie du problème avec un contexte propre pour ne pas être justement dans la zone de dégradation de compréhension. Ce qui est très important, c'est d'éviter d'utiliser ce type de prompt avec des formulations mal faites, des phrases mal faites, génériques, qui ne veulent rien dire. Ça va amener ce qu'on appelle des distracteurs dans le modèle. Le modèle ne comprend pas précisément ce que tu veux. Et il a été montré que des questions avec de faibles similarités, c'est-à-dire des choses qui sont mal écrites, a pour conséquence de baisser de 20 points la dégradation du contexte. Donc au lieu d'avoir une stabilité du contexte dès le départ, de poser des mots qui sont aussi mal choisis, va faire que immédiatement tu baisses dès le départ sur la qualité de la réponse du modèle. Donc c'est cet ensemble en fait d'éléments qui te fait comprendre que le prompt
prompt, c'est une vraie science. La gestion des capacités des modèles, c'est une vraie science. Et c'est pour ça que la majorité des gens aujourd'hui ne détient qu'un tout petit bout de l'information et n'a pas une vue globale. En conséquence, on va finir par un dernier exemple. La façon dont vous parlez à Claude va forcément avoir un impact sur les résultats. Et la différence entre un mauvais prompt et un bon prompt, c'est ce qui va vous faire passer d'un résultat pas mauvais, mais un résultat générique, à un résultat assez exceptionnel. Et je vais vous montrer comment y arriver. Donc on va prendre un sujet que tout le monde connaît, celui de l'augmentation salariale, et on va utiliser un prompt très basique pour se faire aider de Claude. On va lui dire tout simplement, aide-moi à négocier mon salaire. Parce qu'effectivement, notre prompt est trop basique, et du coup, il nous propose un QCM pour préciser certains éléments. Donc on va dire que le contexte est sur notre poste actuel. On va partir du principe qu'on n'a pas de chiffre en tête. Voilà pour le contexte. Et maintenant, on lui donne une action concrète. En tout d'abord, lui donnant un petit peu plus de contexte. Je suis développeur web avec 4 ans d'expérience, actuellement à 42 000 € brut à Lyon. J'ai un entretien annuel dans 2 semaines. Cette année, j'ai livré le nouveau site e-commerce qui a augmenté les conversions de 23% et j'ai formé 2 juniors. Le marché à Lyon pour mon profil est entre 48 et 55 000 €. Mon manager est plutôt réceptif, mais il va me dire que le budget est serré. Voilà pour le contexte. Et maintenant, on lui donne... Ce deuxième prompt, il a des choses intéressantes, mais il est au final très mal amené. Parce que le problème qui va se poser, c'est quelles sont les relations que le modèle va faire dans le formatage du contenu, dans les informations amenées. Est-ce qu'il y a des informations qui sont superflues et inutiles? C'est ce qu'on a mis en expliquant ce qu'on a dit tout à l'heure, les informations de faible similarité et les informations qu'on appelle les distracteurs, d'accord, qui vont atténuer en fait la réelle compréhension du contexte. Donc ce qu'il faut se dire quand tu as un prompt, c'est est-ce que la manière d'interagir et d'écrire, est-ce que c'est la bonne manière que le modèle voit l'information? À mon sens, non. Pourquoi? Parce que on se répète et on étale l'information dans différents endroits. J'ai un entretien dans 2 semaines. Ça change quoi pour la priorisation du modèle et de l'argumentaire? Je suis développeur avec 4 ans d'expérience. Est-ce que c'est vraiment utile? Vous allez me dire oui, mais c'est pas. Est-ce qu'il connaît les chiffres qui sont pratiqués par rapport à ta ville, par rapport à ton profil? La réponse est non. C'est un modèle statistique. Tu rentres des datas, il analyse les datas suivant les axes que tu lui donnes, et là, il n'y a pas de matrice d'analyse. Là, on est sur de la pure génération textuelle. Si on aurait voulu, en fait, faire ça correctement, je pense qu'il aurait fallu, premièrement, ce que le modèle a besoin de faire, c'est de séparer les blocs et de comprendre où sont les variables. Donc, il faut que le texte, il soit structuré de manière à ce que le modèle ait plus de facilité à identifier les différentes phrases et les différentes idées. Toutes ces phrases peuvent être condensées dans un contexte, un objectif et un argumentaire en 3 étapes. Déjà là, on est bon. Une fois qu'on part sur un qui, pour moi, l'échéance qui n'a pas d'intérêt, on retire. Le marché de Lyon, profil équivalent, ça suffit. Dire Lyon, ça sert à rien. Interlocuteur, manager réceptif, ça sert à rien, ça apporte rien. Ce qu'on veut, c'est faire quoi? Trouver une réponse à une objection probable. Donc, c'est la réponse à cette problématique. Et d'argumenter sur la rémunération au vu de responsabilités prises. Là, ça commence à structurer. Donc, ce qu'on va demander au modèle, restructure le prompt en fonction des clusters sémantiques en format Markdown dans une fenêtre code. Et je vais lui demander à la fin, on va voir s'il est capable de le faire, effectue une représentation en arbre décisionnel pour voir s'il a compris maintenant les relations entre les variables. Ça vous paraît peut-être long cette étape, mais si vous n'êtes pas sûr que le modèle ait compris ce que vous êtes en train de le dire, on prend un risque considérable. Le point où on prend une zone de flou, c'est la notion de réponse aux objections. Je pense que les objections, faut arriver à les anticiper et les modéliser. Si vous le faites pas, vous permettez pas au modèle de connaître le type de profil d'objection que vous voulez traiter à l'avance. Et donc, ça sera pas très précis. Bon, déjà, on va voir si la représentation peut être faite. Premier constat, ChatGPT dans l'interface, faut le mode en mode thinking pour arriver à faire ce type de problématique. Deuxième constat, j'ai un meilleur résultat dans les interfaces API en général que dans les interfaces chat. Donc on va tenter quand même. Donc ici, on va voir comment il s'est représenté la problématique. Je veux aligner la rémunération sur un marché. Ce n'est pas une demande de faveur, c'est une demande d'alignement. C'est une discussion qui repose sur des faits, des résultats et positionnement marché. Je trouve que c'est OK. Les arguments sont la référence marché et on veut répondre à une objection probable. OK. La stratégie, ouvrir le sujet, cadrer, créer une transition pour un positionnement. Les arguments, moi je trouve que c'est pas super clair. Pour les arguments, on a quoi? Les preuves. OK. Il nous les a mis en 4. Je pense qu'au niveau de la représentation, tu vois, de la logique, ça nous montre que moi je pense qu'on aurait pu faire ça différemment. Alors ça m'intéresse, je vais le basculer sur le 5 Pro, le 5.4 Pro. Je vais voir s'il va être meilleur. Alors, l'interface chat, donc la représentation au niveau du texte en Markdown, elle me pose pas de soucis. Mais là, je veux voir la prise de décision. Et là,
tu vois, ce qui se fait, encore une fois, il est perdu. Il me fait une représentation en me disant, je vois qu'il y a une relation entre le paragraphe A, B et C est en relation avec D, et D avec E1. Donc, je te dis encore une fois, tu vois, l'interface chat, il a eu une chose, on va en parler, c'est assez intéressant sur le plan technique. Ça, c'est une hiérarchisation des fichiers Claude.md, donc des structures des prompts système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as un prompt système, que ce soit Claude ou ChatGPT, tu as environ 30-40 pages d'instructions. Quand tu vas voir un modèle qui est un système chat, il a en plus un apprentissage par renforcement sur chat, qui va modifier quand même le comportement des poids du modèle, et un prompt spécifique au chat. Et donc, tu lui rajoutes une autre couche. La conséquence, c'est que le système de base, qui est une version light du modèle, va avoir des surcouches d'instructions. Ce qui va enlever une partie de son système disponible d'attention, qui va rajouter des instructions. Et la conséquence, elle est là. Une ligne défectueuse, c'est des centaines de choix en aval qui sont fausses. Donc, l'enchevêtrement de couches qu'on va mettre dans les instructions, le prompt système, l'apprentissage par renforcement du chat, le prompt chat, ton prompt, c'est un empilement de couches qui fait qu'on accumule des lignes de risque de compréhension défectueuse. Plus un modèle reçoit des couches d'apprentissage, plus on peut créer ce type de problème de surcharge sur le système neuronal avec moins de disponibilité de compréhension. Et ça, c'est le problème du chat avec ChatGPT 5.4, qui fait qu'il n'est pas très bon. Par contre, si tu le prends en version API brute, on enlève la partie de couche de chat, et ben regarde, il arrive déjà à mieux se représenter le problème. Si tu regardes bien, une IA, elle comprend les instructions par un point capital, c'est ce qu'on appelle le cluster sémantique. Il utilise donc la distance vectorielle des concepts des mots pour comprendre ce que tu veux faire et ce que tu veux dire. Et donc, ça revient à dire que si tu utilises des mots qui sont pas clairs, comme l'exemple qu'on avait là, la conséquence, on en a parlé, c'est que tu vas suivre la courbe de la ligne rouge plutôt que la courbe de la ligne bleue. Donc tu vas perdre en compréhension et en précision dans la compréhension du modèle. Là où le modèle a peut-être pas parfaitement modélisé dans la version 5.4, ça amène en fait une question. C'est la relation de la profondeur du système neuronal et du temps d'inférence, donc le temps de réflexion, sur le contenu. Pour que le modèle comprenne le bloc numéro 1 qui contient déjà des dizaines d'informations, il faut que le modèle ait plus de temps de calcul, ce qu'on appelle de l'inférence. Et pour pouvoir croiser les informations de relation avec le bloc numéro 2, il faut qu'il ait ce qu'on appelle des couches de profondeur neuronale. Sinon, il ne va pas pouvoir comprendre que les choses sont reliées entre elles. Donc tu comprends que choisir un modèle et le paramètre du modèle, c'est très important. Le temps également d'inférence a son importance et que même dans un texte de à peine 30 lignes, on est en train de mettre en échec ChatGPT 5.4. Parce que le nombre de variables sont tellement nombreuses et de relations qu'on dépasse le système d'attention du modèle. Il n'est pas capable de comprendre toutes les relations qui s'effectuent. Si on le laisse en ChatGPT 5.4. Donc là, je le demande à Claude, Opus 4.6. Arbre décisionnel, est-ce qu'il a compris la problématique? Premièrement, est-ce qu'il a compris le texte de 30 lignes et les relations des sujets? Le modèle, Claude, a agi complètement différemment de ce qu'a fait ChatGPT. Il a identifié le profil, l'expérience, la ville, elle n'a aucun intérêt dans la génération de réponses, le positionnement salaire, la fourchette marché, l'écart constaté. Ça, c'est intéressant. Cluster numéro 2, l'intention et le cadrage. On a un objectif aligné à la rémunération marché et on a ce qu'on appelle un formatage de ton. Pour le moment, en fait, le ton de formatage, c'est trop tôt. La première étape d'une IA, c'est de comprendre la donnée. Ce qu'on fait dans les prompts, c'est que on leur dit déjà le ton, le format de sortie. C'est trop tôt. D'abord, il faut comprendre la data. Quand la data elle est comprise, après, tu peux la formater. Mais il faut laisser le modèle travailler sur la première partie de l'information. Le modèle a très bien modélisé, Claude, ce qu'on appelle les preuves d'impact sur ce qu'on va mener comme argument. L'impact business, l'impact équipe et le positionnement marché. Donc là, le modèle a mis dans le bon ordre les priorités. Ça vous montre encore une chose. Les systèmes neuronaux des modèles ne sont pas équivalents. Travailler avec ChatGPT ou avec Claude, ça donnera pas les mêmes résultats. Donc ça veut dire que les prompts à copier-coller, t'es un expert en rédaction de prompts, vous en pensez quoi? Ça va marcher? Est-ce qu'il suffira de demander à ChatGPT, t'es un expert en prompts, pour lui dire, tu as le prompt parfait? Commencez à comprendre un petit peu le manque de profondeur de ce type de contenu. Alors, je sais que ça plaît à plein de gens, des trucs basiques, copier-coller, j'ai mon résultat, mais ça donnera le résultat que ça va vous donner, quoi. C'est-à-dire que vous l'utiliserez jamais pour bosser sur des cas complexes. Vous vous rendez compte que le modèle, il est
ChatGPT ou Claude ont déjà du mal avec 30 lignes pour comprendre les relations des groupes de paragraphes. Alors les mecs sur les réseaux qui vous montrent, t'envoient des PDF entiers à l'intérieur, imagine comme ton prompt doit être optimisé pour permettre au modèle de comprendre ce que tu veux extraire comme données et la relation que tu veux faire au sein de ces données. C'est ça qui est important. Quelle relation tu veux mettre? Si le modèle n'a pas une vision claire de ce que tu veux faire, il produira des mots, mais ces mots ne sont pas reliés avec ce que tu es en train de demander. Et donc, tu auras perdu du temps. Dernier point, et le modèle l'a très bien compris, les objections anticipées. Et le modèle s'est concentré sur une objection, le budget bloqué. Donc Claude n'a pas fait d'hypothèse, il attend que tu lui donnes les informations pour générer une stratégie. Et il m'a fait derrière un arbre décisionnel au départ. Il me propose une ouverture de discussion, un cadrage, une transition et une argumentation chiffrée. Argument 1, impact business, impact d'équipe, ancrage marché. La différence entre le prompt qui est noté ici, c'est qu'il est à peine de 15 lignes, mais si tu lui donnes un document de 30 pages et que tu le formates comme ça, tu vas comprendre que le modèle Claude ou ChatGPT, qui est déjà débordé de ChatGPT, avec des documents de 30 lignes, il a du mal à faire les relations entre les groupes. Il va modéliser les paragraphes, il va les modéliser, mais il va pas comprendre la logique qui relie en fait l'argumentaire. Et ça change tout. Parce que dans Claude, on a vraiment un début d'intelligence. Là, c'est vraiment la première fois que je dis ça pour une IA, mais Claude, c'est la première IA pour moi qui a une intelligence qu'on peut exploiter dans la prise de décision. Je te parlais du chatbot médical. Là, on peut lui déléguer des comportements de réflexe avec un certain degré d'autonomie. Et c'est ça qu'on veut d'un agent IA, qu'il soit capable. Et tout ce qu'il me donne ici, c'est en plus une analyse très pertinente. Quelle est la réaction du manager? Est-ce qu'il y a un accord direct ou est-ce qu'il est bloqué? Donc tu vois, on a été capable simplement avec le fait qu'on a permis à Claude, donc à l'IA, de comprendre les relations, de créer ce qu'on lui a demandé, une représentation en arbre décisionnel. Il nous a montré que son système neuronal a intégré la problématique, comment les éléments fonctionnent entre eux, et les différentes stratégies que lui, il envisage en fonction des informations qu'on lui a données. Et donc, option A, option B, option C. 3 positions, 3 résultats. Et comment te comporter dans l'entretien. Ça change tout. Maintenant, tu as compris une chose. Le prompt engineering, c'est pas un prompt parfait parce que il est écrit de telle manière. C'est pas parce que il est plus long que les autres. C'est pas parce que tu l'as vu par un influenceur qui est connu qui te dit copie et colle mon prompt. Ça n'a rien à voir. Ton prompt, il est parfait du moment que l'IA a compris les relations dans les blocs du contexte que tu as donné. Une IA est composée d'un système prompt, Claude.md, d'un système memory, memory.md de Claude, d'un répertoire où il va avoir des informations, sur lequel vont s'ajouter des couches que tu ne vois pas qui sont les hooks et les MCP, sur lequel toi tu vas ajouter un contexte. Et donc, la manière dont tu vas envoyer tes instructions, ton prompt, va conditionner comment le modèle va comprendre à l'intérieur de ce texte les relations des mots et la relation des concepts. Si le modèle, grâce à ton prompt, fait une bonne compréhension du contexte, tu as gagné. Le modèle va être aligné sur ta demande et tu vas obtenir à la fin le travail que tu as demandé. C'est ça la réussite d'un système agentique qui fonctionne. Alors, combien demandent certains influenceurs pour faire du contenu sur les réseaux sociaux? Eh bien, tu le vois apparaître à l'écran. Pour 2 minutes ou pour 15 à 35 minutes, certains demandent ce type de tarif. Alors, bien entendu, tout ça c'est libre. C'est une discussion entre les sponsors et les créateurs. Mais je me dis parfois que j'aurais dû faire plutôt influenceur plutôt que faire du contenu qualitatif. Quand je vois le nombre d'abonnés sur certaines chaînes, je me dis que ça doit être pas mal au final d'être influenceur, non? Enfin, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à commenter et à partager cette vidéo. Je pense qu'elle est pleine de valeur. Je te dis à bientôt, à la prochaine.